Citoyens, entonnez l'hymne de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Pour vous, 30 juin du 30 juin, serment de liberté, que nous l'aimons. Un nom de prospérité pour toujours. Merci. Mesdames et messieurs, Excellence Monsieur le ministre du Portefeuille, très cher aîné Jean-Lucien Boussard, Messieurs les orateurs, professeur Zerbo, professeur Rambo, professeur Bologuélé, honorable député national, Mesdames et Messieurs membres des hautes juridictions de notre pays, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État en charge des questions juridiques, professeur Mouloumba, Monsieur le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des entreprises publiques, établissements publics et services publics, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des banques, en vos titres et qualités respectifs. C'est un grand honneur pour moi ce jour de me présenter par devers pour aborder la problématique des réformes que nous avons engagées au cours de nos 100 premiers jours. Sous impulsion de son essence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et dans le cadre de l'exécution du programme d'action du gouvernement. Il s'agit donc des réformes initiées par le gouvernement soumis-moi, simplement portées par notre modeste personne. Comme vous pouvez le remarquer, dans notre méthode de travail, nous avons plutôt opté pour une approche pragmatique des choses. Puisque nous nous sommes aperçus que depuis des siècles, depuis, je veux dire, des décennies, nous avons excellé dans les discours. Nous sommes très forts dans les discours, nous sommes très forts dans les théories, mais en tout cas très faibles dans la pratique des choses. Et nous nous sommes dit que notre peuple attendait de nous des actions beaucoup plus concrètes qui confortent ces attentes. Et c'est comme ça que vous allez m'excuser, n'est pas faire un discours ex cathedra, mais plutôt d'échanger avec la présente assistance. Lorsque je prends mes fonctions, après donc la nomination dont j'ai bénéficié de la part du président de la République, j'ai dit Madame la Première ministre, j'ai reçu beaucoup de plaintes. La première semaine, c'était une semaine difficile, parce que ce soit des collègues membres du gouvernement, j'ai cité l'excellence Monsieur le ministre du Portefeuille, que ce soit le vice-premier ministre, ministre des Transports, mon aîné Jean-Pierre Bemba, qui est en charge des transports, et bien d'autres collègues, les directeurs généraux des banques, les directeurs généraux des entreprises publiques, même les gouverneurs de province, nous saisissaient tous les jours pour se plaindre des saisies intempestives de leurs comptes, de leurs avoirs. Tantôt au mépris des dispositions pertinentes du droit WADA, et même du droit interne. Comme vous le savez, il est inimaginable de pouvoir saisir les comptes d'un gouvernorat de province. Ça, c'est à titre élémentaire. C'est le droit
le minimum de droits que nous tous nous avons appris. Vous allez dans nos juridictions, vous trouvez des décisions, des confirmations, des saisies, des comptes, des avoirs d'un gouvernorat de province. Est-ce qu'on fait ça à dessein ou par ignorance? Et lorsque nous scrutons, nous voyons que c'est des réseaux mafieux qui s'étaient organisés à mettre notre pays à genoux. Parce qu'ils savent bien que ce sont des démembrements de l'État par excellence. Ce sont des services publics de l'État par excellence. Mais ils vont saisir leur compte. Et c'est pourquoi vous allez le remarquer que nous avons tout de suite mis en place des mécanismes d'arrestation de certains grands criminels économiques et financiers. Oui, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais c'est de cela qu'il s'agit. Mais nous nous sommes dit qu'au-delà de ça, il fallait apporter une solution de droit. Le deuxième conseil de ministres, le chef de l'État, le magistrat suprême, après avoir reçu plusieurs doléances, et après présentation d'une note d'information de son Excellence Monsieur le ministre du Portefeuille, les instructions étaient donc dictées de manière ferme au ministre d'État, au ministre de la Justice, pour pouvoir réformer, trouver des solutions structurelles à ce problème qui jonchait notre système judiciaire et juridique. C'est à cet effet que nous avons mobilisé des intelligences, des experts de droit au WADA, en l'occurrence le professeur Zerbourg, que je remercie, qui a activement participé à cette réflexion, ainsi que d'autres juristes, le professeur Massamba, empêché parce qu'il est dans une autre commission des réformes que nous avons mises en place. Mon directeur, que je remercie aussi, Maître Kaïcha, et bien d'autres juristes chevronnés. Je vois le conseil juridique de la Robanque, M. Gabriel, qui était aussi associé, et bien d'autres intelligences. Nous nous sommes également rendus compte des condamnations fantaisistes des banques, des entreprises minières et des grandes entreprises multinationales. C'est tout guidon qui pouvait se réveiller un bon matin pour une créance de $1000 pouvait faire condamner une multinationale au paiement de $20 millions et saisir les comptes de cette multinationale. C'est ça qui a occasionné l'insécurité judiciaire et juridique. Et du coup, tous les grands opérateurs économiques avaient maintenant de crainte à pouvoir faire des dépôts au sein des nos banques. Et nous nous sommes rendus compte, au-delà de ça, qu'il y avait également cette pratique de spoliation des biens, des maisons, du puits et de l'État. C'est chaque jour que je recevais des appels. Tantôt on était allé déguerpir quelqu'un à Lima, tantôt on déguerpissait quelqu'un à Bombay, etc. Et vous regardez, parfois c'est des faux jugements, des fausses décisions de justice, c'est des décisions de justice qui se contredisent, c'est des certificats d'enregistrement qui se contredisent, bref, une anarchie qui malheureusement a constitué une grave insécurité judiciaire qui ne peut pas aider à faire décoller le pays. Suivant ces instructions, nous avons produit un premier texte sur la base de notre Constitution, donc de l'article 128 de notre Constitution, et du droit au WADA, article 50. Tu as posé ta caméra, non? Nouvel acte uniforme sur les procédures simplifiées de voie d'exécution. Nous avons trouvé une brèche pour essayer très rapidement d'arrêter l'hémorragie. La réforme courageuse et difficile est passée. Commission de loi, conseil de ministres, il fallait faire remarquer que c'était possible de pouvoir faire passer ça par voie réglementaire. Et c'était possible. Sur la base de l'article 92 de notre Constitution, nous avons effectivement fait en sorte que ce soit la Première ministre qui puisse signer
un décret signé par le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le décret est donc intitulé « Décret portant sauvegarde des biens des entreprises, établissements et services publics ». Dans ce décret, l'innovation majeure, c'est l'intégration de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques, services et établissements publics. Comme vous le savez, les DG des entreprises publiques et établissements publics n'est géré. Je salue aussi la présence de la première présidente de la Cour d'appel, Roubaix, qui sait combien de fois elle a été appelée, évidemment, à statuer sur des questions des défenses à exécuter. Et généralement en précipitation, parce que pendant ce temps, tous les jugements étaient revêtus de la formule exécutoire sur minute nonobstant tout recours. Tous les jugements, je dis bien tous les jugements. Vous verrez à la fin, exécutoire sur minute, nonobstant tout recours. Vous posez la question au juge, quelle urgence il y a à pouvoir insérer cette formule? C'était de la faute. C'était juste une façon de frauder et piller les ressources des entreprises publiques. Et au moment où la partie adverse se fait appel, sur pied de l'article 172, vous verrez que les banques ont déjà fait quoi? Ont déjà procédé au paiement. Vous posez la question au banquier, il dit non, non, nous avons peur d'être condamnés pour cause de saisie. Voilà comment les ressources de l'État ont été systématiquement pillées. Du coup, les DG des entreprises qui sont ici passaient plutôt le temps à régler les questions des saisies. Non, comment on ne peut pas saisir? Comment on peut lever les saisies? En lieu place de réfléchir sur les questions structurelles, des réformes et des rentabilités de leurs entreprises. C'est donc des réseaux, à l'époque moi-même avocat, c'est des réseaux aussi bien des agents eux-mêmes et cadres de ces entreprises qui négocient avec des avocats, avec certains juges, avec même certains agents de banque. Bref, c'est des réseaux des mafieux comme ça qui ont tué le pays. Alors avec cette réforme, comme vous pouvez le remarquer, nous avons créé désormais des millionnaires en papier. Donc tu as tes millions parce que tu as obtenu des décisions frauduleuses, mais tu te contentes de ce papier-là. J'ai pensé que quelqu'un pouvait m'applaudir. Toujours comme ça. Où on est allé signifier aux voisins. Et du coup, vous pouvez vous rendre compte que c'est des millions et des millions de dollars que nous avons sauvés, qui sortaient du patrimoine des entreprises publiques. Et qu'à ce jour, je voudrais rappeler que tout celui qui va oser encore s'amuser, que ce soit le juge, que ce soit le magistrat, que ce soit le greffier, le huissier, que ce soit l'opérateur de banque, tout celui qui va s'amuser à bypasser cette réforme sera arrêté. Parce que la question de développement de notre pays n'est plus une option. C'est une décision prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que c'est une honte pour nous que de continuer à croire que le paradis, c'est l'Europe. Le paradis, ce sont les États-Unis. Lorsqu'un membre du gouvernement tombe malade, donc il est évacué à l'étranger. Ça devait nous faire la honte, nos gouvernements. Et le chef de l'État dit, fini ça. Mais pour pouvoir y arriver, mais il faut maximiser les recettes publiques. Il faut remettre nos entreprises publiques, il faut remettre les entreprises privées en état, aussi bien d'employer que de produire. Donc nous allons systématiquement et sévèrement combattre la mafia. Ceux qui se sont abusés, je crois que vous avez remarqué, ils sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Deuxième réforme majeure, c'est l'arrêté interministériel modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 16 mai 2023.
Nous l'avons signé avec mon collègue ministre des Finances le 20 août 2024. C'était aussi difficile. Ou, même parfois, certains avocats, il a une créance initiale de 10 000 $, mais après il poursuit l'entreprise parce que c'est une multinationale. Et après avoir encaissé les 10 000 $ d'honoraires, au paiement des colossales sommes d'argent, c'est toujours des millions, et puis on saisit les comptes. Bref, les vrais investisseurs commencent à fuir notre pays. J'ai reçu Total, j'ai reçu des opérateurs miniers qui se retrouvaient en insécurité. Et je remercie donc une fois de plus la première présidente de la Cour d'appel pour avoir coopéré et travaillé à aider, à sauver certaines de ces entreprises. C'est tout le monde qui pouvait se lever un bon matin et faire condamner une entreprise. Non, ça ne se passe pas comme ça. Sous d'autres cieux, il existe ce qu'on appelle la caution judiciaire. Tu ne peux pas faire des affaires avec une grande multinationale si tu n'es pas un homme d'affaires. Si tu n'es pas toi-même en capacité financière adéquate. Comment tu vas prétendre que Total te doit 10 millions de dollars alors que dans ton compte, tu n'as pas 10 $? Comment vous expliquez ça? Les entreprises minières, n'en parlons pas. Et nous avons dit, niet, on a fait passer la réforme sur la consignation. Nous sommes passés de 10 $ initial, qui était comme fait exigé comme consignation, en pourcentage. Maintenant, pour les entreprises privées, si tu veux assigner une entreprise privée à te payer des dommages aux intérêts quelconques, il faut payer les 5% de tes postulations. Tu veux faire condamner, je veux dire, la Robanque à te payer 20 millions de $ à titre des dommages aux intérêts, ok, il faut payer à l'État, dans un compte de l'État, 5% de ces 20 millions. Avant que le juge ne procède, parce qu'il s'agit de la consignation de frais. Donc, à l'absence du bordereau des paiements de ces 5%, les juges ne procèdent pas. Et tout juge qui procède sans preuve de paiement est considéré comme complice au détournement des deniers publics. Et en ce moment-là, on va pouvoir les repérer à partir de l'exécution de la décision de justice. Parce que la banque va exiger, avant d'exécuter, le bordereau de paiement de cette consignation de frais. Voilà comment nous avons réussi à l'évaluer. C'est donc 2% pour les privés, 5% pour les entreprises publiques. Cependant, il y a des petites exceptions que vous allez lire au niveau de l'arrêté, notamment sur les questions liées à la propriété, droit de famille, les questions liées au contentieux fiscal, etc. Mais en même temps, la question de l'indigence demeure, puisque c'est réglementé par la loi. Il appartient au juge de pouvoir exonérer quelqu'un du paiement de cela, mais après avoir prouvé, évidemment, qu'il est réellement indigent. Donc ici, le droit d'accès à la justice pour tous est garanti. Il n'y a donc pas de crainte. Et les conditions d'indigence sont également prévues. Qui peut être qualifié d'indigent et qui ne peut pas l'être. Troisième réforme majeure, c'est sous les exécutions. Comme vous le savez, dans notre arsenal judiciaire, on a séparé, et même juridique, les fonctions de dire le droit des fonctions d'exécuter le droit qui est dit par un juge. C'est un fait pour éviter les abus. C'est pourquoi on dit toujours que l'indépendance du juge, qui est consacrée à l'article 149 de notre Constitution, est relative. Ce n'est pas absolu. Les juges disent le droit,
mais n'exécute pas son droit. Pourquoi? Parce qu'il dit ce droit-là au nom du peuple congolais. Et le peuple congolais est représenté par le chef de l'État, qui est garant du bon fonctionnement des institutions sur la base de l'article 69 de notre Constitution. Et que donc, de ce point de vue, l'indépendance ne peut qu'être relative. Et c'est à cet effet que, vers les articles 80 et suivants, vous verrez que le chef de l'État, c'est lui qui nomme les magistrats. Les magistrats, les juges ne sont pas élus. Ils puisent leur légitimité de la signature, donc de la nomination du chef de l'exécutif par excellence, qui est le chef de l'État. Et que donc, de ce point de vue, on dit le droit de manière indépendante, on ne peut pas interférer. On interdit au pouvoir exécutif, on interdit au pouvoir législatif d'interférer. Mais lorsqu'il faut exécuter, on dit que ce sont les huissiers de justice. C'est ça la beauté du droit. Ce sont les huissiers de justice, au regard de la nouvelle réforme sur le huissariat, qui sont habilités à exécuter, pas les greffiers de justice, pas les greffiers. Parce que la confusion actuelle, c'est que vous voyez un greffier aller exécuter une décision de justice, vous voyez tout agent même de parquet aller exécuter une décision de justice, tout le monde peut se lever un bon matin, aller à la banque, aller auprès d'un opérateur, exécuter. Cette anarchie-là doit prendre fin. Et comme vous l'avez remarqué, j'avais donné injonction pour qu'on poursuive certains non-huissiers de justice qui se sont hasardés à pouvoir exécuter les décisions de justice. Mais les huissiers de justice relèvent du ministère de la justice. Et c'est pourquoi nous sommes en train présentement d'installer des chambres provinciales d'huissiers sur l'ensemble du pays pour pouvoir contrôler les exécutions. C'est ce qui se fait actuellement. Nous avons également mis en place par arrêté ministériel une commission mixte constituée des huissiers de justice et de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Avant nous, vous le savez, l'anarchie qui y relie. Donc présentement, pour pouvoir exécuter une décision de justice, il y a cette commission qui s'étend sur l'ensemble du pays, qui vérifie l'authenticité de la décision de justice. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de faux jugements. On ment au nom de certains juges, et même des décédés, malheureusement. On vérifie la régularité, on vérifie la régularité de la procédure, et puis les huissiers accordent les numéros RH pour exécution. Ceci évite toute anarchie. Et nous avons publié sur les sites internet du ministère que nous avons créé la liste de tous les huissiers de justice. Donc lorsque vous êtes banquier, vous voyez un huissier se présenter devant vous. Un, il doit vous présenter sa carte. Deux, vous devez vérifier sur le site et du ministère et des huissiers de justice s'il est réellement agréé. Au cas contraire, vous le retournez. Je me rappelle, j'avais fait arrêter un non-huissier comme ça qui était allé exécuter une décision de justice qui prenait comme ça, c'était 15 millions de dollars à cette entreprise-là. Quand je demande qu'on puisse vérifier, on se rend compte que c'était un agent quelconque qu'on avait ramassé dans la rue et qui venait faire exécuter son coup et puis s'en aller. Vous devriez éviter cela. Et enfin, quatrième réforme, c'est la bancarisation. Depuis que nous sommes là, nous avons mis en place, nous avons bancarisé toutes les recettes qui relèvent du ministère de la Justice. À l'époque, avant nous, il y avait une confusion. Comme vous pouvez le remarquer, on a eu l'impression que ce sont les hauts magistrats qui pouvaient signer des contrats avec des banques pour percevoir les frais de justice. Non, c'est illégal. Je suis désolé. C'est illégal. C'est le gouvernement de la République, à travers ses structures, qui est appelé à
percevoir les recettes publiques. Et cela ressort de l'arrêté interministériel du 16 mai 2023, tel que modifié et complété par celui du 20 août 2024, où il est clairement dit que c'est le ministre de la Justice qui perçoit, mais à travers tous les guichets avancés des banques au niveau de chaque office. Office de parquet, office de la police judiciaire, office des juridictions. Il y a 240 actes générateurs de recettes. Ça doit passer par la banque. Ceux qui vont s'entêter face à cette réforme seront là. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'on n'a pas été informé. Voilà l'une des grandes réformes qui a aidé en un mois, avec un seul guichet que nous avons installé au niveau du palais de justice, nous avons décuplé les recettes publiques. Les recettes mobilisées en une année sur l'ensemble du pays ont été mobilisées dans un seul guichet. S'il vous plaît. Ça veut dire que nous sommes dans un pays où nous avons nous-mêmes entretenu l'écoulage des recettes publiques et pendant ce temps, nous exigeons de l'État l'amélioration des conditions de vie. C'est contradictoire. Nous voulons qu'on augmente les salaires de magistrats, les salaires des greffiers, nous voulons qu'on améliore les conditions de vie de nos médecins, de nos enseignants, etc. Mais aidons l'État à maximiser les recettes publiques. Et donc voilà autant des réformes que nous avons mises en place, et celles en cours sont celles concernant le système pénitentiaire. Nous sommes en train de finaliser, nous avons déjà finalisé la rédaction des 3 décrets portant mesures d'application de la loi sur l'énergie pénitentiaire. Comme vous l'avez remarqué, nous avons trouvé une situation carcérale chaotique. Et il faut des réformes majeures. En fait, la question ici ne consiste pas à construire une autre prison. Parce que vous pouvez construire une prison de 100 000 places, mais on aura 150 000 prisonniers. On aura 200 000 prisonniers. Et puis, on va encore créer à la surpopulation carcérale. Le vrai problème ici, c'est que il faut réduire systématiquement les nombres des prévenus au sein de nos prisons. Parce qu'aujourd'hui, seul à Makala, vous avez 85% des prisonniers qui sont des prévenus. Seuls 15%, 12 à 15% sont des condamnés. Du coup, ça met en difficulté le gouvernement à pouvoir agir. Par exemple, nous avons une grande main-d'œuvre sur tous ces jeunes que vous appelez Koulouna, mais peuvent faire des champs. Mais comment l'État va les envoyer à faire les champs sans décision de justice? C'est impossible. Donc il revient également à nos juges et magistrats de s'organiser que lorsqu'on envoie quelqu'un à Makala, qu'on puisse directement s'organiser à fixer son statut. Son statut. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un aujourd'hui, vous le laissez 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 21 ans, sans condamnation. En considérant qu'il s'agit de la responsabilité de l'État. Alors qu'est-ce que nous avons fait dans les nouvelles réformes? C'est que nous allons donner plus de possibilités aux directeurs de prison de pouvoir évaluer et juger la régularité des détentions. En ce moment-là, lorsque la détention est irrégulière, quelqu'un peut rentrer chez lui et on met en place des systèmes de bracelets électroniques, etc. Donc c'est des réformes qui sont déjà prêtes et d'ici la semaine prochaine, elles vont devoir faire l'objet des discussions. Nous avons également abordé des grandes réformes, c'est en cours, la loi sur le barreau. Heureusement, je salue la présence du bâtonnier national chez Bélé dans la salle. Dans ce pays, comme vous le savez, il y a de cela, il y a 7-8 ans,
le Parlement a fait passer une loi, mais qui a disparu dans la nature. Mais c'est grave, une loi qui disparaît dans la nature. Alors, nous revenons sur ce texte-là. Nous avons mis en place une commission spéciale réforme de quelques lois essentielles de notre système judiciaire. 1. La loi sur l'organisation des fonctionnements des juridictions de l'ordre judiciaire. Comme vous le savez, la difficulté qu'éprouvent aujourd'hui les gouvernements, c'est que les gouvernements manquent de bras séculiers au niveau de la criminalité, de la lutte contre la criminalité. Je suis ministre de la Justice, mais je n'ai jamais reçu le rapport des parquets sur les cas saillants des délinquances. Ça n'existe nulle part en dehors de notre pays. Nulle part au monde. Parce que c'est le gouvernement qui pilote la politique criminelle de l'État, qui impulse et qui l'exécute à travers son ministre de la Justice, qui a un bras séculier qu'on appelle parquet, qu'on appelle auditorat. Mais actuellement, c'est article 70 qui dit ouais, les magistrats du parquet sont sous l'autorité du ministre de la Justice, et c'est limite là. Vous posez la question aux magistrats, ils disent non, nous sommes indépendants. Et donc du coup, le ministre de la Justice et le gouvernement ne savent pas travailler. Ou le ministre peut donner injonction à un procureur et il refuse d'exécuter. Cette anarchie ne peut pas aider à faire fonctionner l'État, c'est impossible. En considérant qu'avec la révision de 2011, l'article 149 avait extirpé les parquets d'indépendants du pouvoir judiciaire, donc du pouvoir judiciaire. Donc on va clarifier le rôle du ministre de la Justice sur les magistrats de parquet. Il faut effectivement, et ça c'est mon point de vue, il faut renforcer les pouvoirs du ministre sur la surveillance du travail des parquets. Il faut une conférence des procureurs. Il faut évaluer périodiquement et régulièrement la politique criminelle du gouvernement. Sinon, c'est compliqué. Nous avons également abordé la question de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Nous sommes en train de travailler dessus. Vous allez voir également les réformes qui vont être annoncées là-dedans. Les conseils supérieurs de la magistrature, en réalité, ne concernent pas que la magistrature. On veut avoir le Conseil supérieur de la justice. Parce que la question de la justice concerne aussi bien les avocats, les huissiers, la société civile, l'exécutif et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, pour votre information, même le président de la République n'est pas membre du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice que je ne suis pas membre du Conseil supérieur de la magistrature. Alors que le budget du pouvoir exécutif est présenté et soutenu par le gouvernement de la République. Mais on ne sait pas l'évaluer. Donc c'est vraiment une anarchie qui doit être corrigée pour permettre, et puis la loi sur les statuts de magistrats, et bien d'autres lois, la loi sur le code judiciaire militaire, etc. La loi sur le parquet financier, nous l'avons défendue hier au niveau de la commission des lois, ça continue. Sachez que le chef de l'État nous avait instruit, et le gouvernement de la République avait pris une décision, il faut un parquet financier. Et le texte est déjà élaboré, il est en discussion. Dans les jours qui viennent, nous allons... Merci, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Merci également d'avoir rattrapé en signalant la présence de Monsieur le bâtonnier national dans la salle et à qui nous présentons des excuses pour cette omission. Qui, pour ma part, est très importante. Je voudrais commencer par rappeler la célèbre phrase du président de la République, chef de l'État. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Cette phrase est pleine de sens et nous permet de décliner certaines politiques audacieuses. Et je pense qu'ici, nous sommes dans ce cadre-là où des politiques audacieuses doivent être menées par le gouvernement pour changer le cours des événements. J'interviens sur
la question de l'opportunité. L'opportunité de ce décret et ses conséquences sur le plan économique et social. De l'opportunité. Après ma nomination comme ministre du portefeuille, j'ai eu l'occasion de consulter l'ensemble des mandataires publics et une bonne partie des mandataires des entreprises d'économie mixte, des sociétés d'économie mixte. Parmi les constats majeurs qui se sont dégagés, celui relatif à l'insécurité du patrimoine des entreprises, allant jusque dans ses comptes, dans ses ressources financières, a été parmi les plus émergents. Cette insécurité avait des conséquences énormes et risquait d'avoir des grosses conséquences sur le plan économique et social si des mesures drastiques n'étaient pas prises à temps. En effet, toutes nos entreprises publiques, toutes nos sociétés d'économie mixte étaient simplement coincées. Trésorerie plombée, patrimoine pillé, perspective incertaine. Et pourtant, les entreprises du portefeuille de l'État, les établissements publics qui jadis étaient dans le registre des entreprises publiques, sont l'épine dorsale de l'économie du pays. D'une part, et d'autre part, c'est le boulevard par lequel le développement de l'économie du pays devait être assis. Aujourd'hui, vous allez observer de moins en moins et depuis plusieurs décennies que les entreprises du portefeuille d'État ont été présentées comme des entreprises, l'expression est consacrée à un canard boiteux. Et émerge une catégorie d'entreprises privées tenues par un groupe de personnes que vous connaissez très bien, je ne suis pas ici et je ne suis pas contre, qui risquent, si nous n'y prenons garde, d'avoir le contrôle de l'économie de la République démocratique du Congo et nous rentrer dans une colonisation économique. Des mesures doivent être dès lors prises pour sécuriser les entreprises qui sont tenues par les Congolais, qui ont certes des défis à relever, mais qui disposent des potentiels énormes pour développer l'économie congolaise et réaliser ce que les économistes appellent le bond du crapaud. Et c'est possible. D'autres économies l'ont fait. Pourquoi l'économie congolaise ne pourrait pas le faire? Et donc, la situation du patrimoine de ces entreprises était telle que, quelles qu'aient été les politiques menées par les gouvernements en rapport avec les entreprises du portefeuille de l'État, nous ne pouvions pas espérer obtenir des résultats probants, étant donné qu'un certain cartel a vu le jour, avec une approche systémique pour piller de manière organisée les patrimoines des entreprises, les finances des entreprises et les établissements publics, et donc organiser un enrichissement sans cause. Les acteurs sont à la fois au sein des entreprises, ils sont aussi en dehors des entreprises. Le temps était donc arrivé pour que ces décrets, sous les auspices du président de la République, chef de l'État, et Madame la Première ministre, soient pris. Et j'en profite pour féliciter le ministre de l'État et le ministre de la Justice pour l'audace. Il fallait de l'audace. Il faut de l'audace. Il faudrait encore de l'audace pour changer le cours des événements dans ce pays. Est-ce possible de changer les choses dans ce pays, oui ou non? Oui. Mais il faut des hommes et des femmes capables de pouvoir se dire
Je disais qu'il faut des hommes et des femmes capables de dire ça doit changer, ça va changer. Ce ne sont pas les lois qui nous manquent, ce ne sont pas les têtes pensantes qui nous manquent, c'est la détermination à agir dans la bonne direction, dans l'intérêt des citoyens qui manque à plusieurs personnes d'entre nous. Il ne faut pas attendre que les millions de personnes se mobilisent pour ça. C'est une poignée d'individus qui est capable de transformer le destin de tout un peuple. Et ces lois et ces décrets se prennent dans ces cadres-là. Ces gouvernements, pour le deuxième mandat du président de la République, doit être considéré comme un gouvernement audacieux, réformateur, qui doit aller à contre-courant de certaines habitudes, de certains comportements. C'est ce qui doit être. Mesdames et messieurs, les entreprises du portefeuille de l'État couvrent les pans le plus important de l'économie congolaise. Si vous ne le saviez pas. Ils sont dans tous les secteurs, elles couvrent tous les secteurs, voulais-je dire. Secteur minier, secteur des infrastructures, secteur des hydrocarbures, secteur des finances avec la CADECO, la SOFIDE, secteur des services, secteur des jeux de hasard, SONAL. Tous les secteurs sont couverts par les entreprises du portefeuille de l'État. Ceux qui ont pensé que l'État puisse avoir un regard sur tous ces secteurs économiques avaient bien compris qu'un pays comme le nôtre ne peut pas se développer si l'État n'avait pas le contrôle et l'orientation de l'économie dans les secteurs le plus stratégiques et à externalité positive. Nous devons protéger ces patrimoines contre les tenants de la privatisation à tout prix. Nous opposons cette idée selon laquelle l'État est capable d'avoir des bons gestionnaires parce que d'autres pays et d'autres modèles ont réalisé des pas importants sur le banc du même modèle. Je prends la Thaïlande. Lorsque les Fonds monétaires internationaux arrivent en Thaïlande, il demande au Premier ministre de l'époque, je veux que vous privatisiez toutes les entreprises du portefeuille de l'État. Enfin, toutes les entreprises publiques. Le Premier ministre a dit pas question. Nous allons les garder comme tels, mais on va améliorer la rigueur de la gestion. On va améliorer la gouvernance. On va extirper de ces entreprises tous ces facteurs exogènes qui les mettent à mal. Et l'un des facteurs exogènes le plus important, c'est le pillage par les biais de décisions judiciaires qui mettent à mal nos entreprises et qui ne permettent pas de faire d'elles ces boulevards du développement économique du pays. Voilà pourquoi je vais m'arrêter là pour dire qu'au plan de l'opportunité, il était temps que ces décrets soient pris. Il est temps que ces décrets soient exécutés par des patriotes congolais. Moi, je suis un économiste libéral, mais je suis en même temps un adepte du patriotisme économique. Lorsque on nous parle du climat des affaires, et oui, il faut un climat des affaires amélioré. Mais c'est aussi valable pour les secteurs privés que pour les secteurs publics. L'occasion nous est donnée pour qu'un climat d'affaires digne de ce nom soit observé aussi pour les entreprises du portefeuille de l'État. Pour éviter que la rentabilité de ces entreprises soit mise en cause. 2, que l'économie ne soit désarticulée à travers la désarticulation des entreprises et la désarticulation du système bancaire. On risque de mettre à boule toute l'économie. Et les décisions qui ont été prises à travers ces décrets sont d'une importance économique et sociale telle que nous devons simplement nous ranger et, à l'unisson, travailler pour que ces décrets puissent être exécutés tels qu'on l'a pensé et tels que c'est écrit. Je vous remercie. Distingués invités à vos titres et qualités, mesdames et messieurs. C'est pour moi un réel honneur
de me retrouver aujourd'hui ici devant cette auguste et savante assistance pour aborder et échanger avec vous sur une question essentielle, voire vitale pour l'avenir, mieux la survie de nos entreprises publiques, de nos établissements publics et services publics. Et c'est cela le sens de la thématique d'aujourd'hui qui justement est consacrée à la sécurisation de entreprises, établissements et services publics. Avant d'aller en profondeur de ma communication, qu'il me soit permis de remercier de vive voix Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a bien voulu nous associer, c'est-à-dire les experts ici présents et moi-même, à cette réflexion, tant il est vrai que l'intérêt de la réflexion dépasse le stade purement scientifique, mais touche à l'avenir même de ces secteurs que nous appelons les secteurs des entreprises, des établissements et des services publics. Et devant une menace, parce que lorsqu'on dit qu'on doit sécuriser, on ne sécurise que contre une menace ou bien contre un mal. Et quel est le mal pour lequel le gouvernement de la République, au travers du ministre du portefeuille et du ministre de la Justice, s'ingénue à prendre des mesures de sécurisation, c'est le mal de spoliation. Et combien de fois n'avons pas dans la société congolaise, combien de fois nous n'entendons pas de plaintes sur les détournements, sur le bradage du patrimoine de l'État, des établissements publics et des entreprises publiques. Donc il était temps qu'il y ait une réflexion dans ce sens, et le fait que le garde des Sceaux ait eu déjà, en concertation avec son collègue du portefeuille, à réfléchir sur cette thématique, il était donc important que nous puissions associer également notre savoir-faire, notre connaissance, notre expertise et notre expérience en la matière pour enrichir davantage et expliquer davantage ce travail. Voilà pourquoi, pour schématiser la compréhension de ma communication, je vais commencer d'abord à circonscrire le cadre des acteurs qu'on doit sécuriser, dont le patrimoine doit être sécurisé. Ces acteurs-là sont bien spécifiés dans la thématique. C'est l'État, ce sont les établissements publics et services publics, mais aussi les entreprises publiques. Après avoir circonscrit le sens et la notion de ces trois acteurs, nous allons comprendre pourquoi dans notre système ici, il était important de protéger leur patrimoine. Et par quel mécanisme? Surtout que aujourd'hui nous avons un peu ces janus juridiques, si je peux l'appeler ainsi, où nous avons d'un côté les règles de droit des lois d'art et de l'autre côté la persistance de quelques règles de droit interne. Voilà pourquoi je parle des janus, c'est-à-dire ce droit à deux têtes qui permettent, n'est-ce pas, d'assurer la protection de ces patrimoines. Je n'irai pas en profondeur, mais je me limiterai à poser les instruments de cette protection qui sont issus de ces janus, en faisant une part large, vous comprendrez le contexte, au dispositif national, parce que je ne voudrais pas brûler la politesse, n'est-ce pas, à mes co-conférenciers qui vont intervenir sur le dispositif de l'OADA, le double dispositif qui permet quand même de protéger le patrimoine de ces entités, savoir les immunités d'un côté et les insaisissabilités d'un autre, mais qui sont
sur des strates totalement différentes en termes de fondement juridique au moins, bien que les résultats au final soient les mêmes, parce que quand vous êtes bénéficiaire d'une immunité d'exécution, au final, c'est votre patrimoine qui est, n'est-ce pas, épargné. Et de même, lorsque vous êtes bénéficiaire des insaisissabilités, c'est aussi votre patrimoine. Donc au final, on arrive à la même direction, mais en empruntant deux voies différentes, n'est-ce pas? La voie des insaisissabilités et la voie des humilités. Et donc, ce double mécanisme, cette double détente va être explicité, n'est-ce pas, dans les détails par mes co-intervenants. Et moi, je me limiterai sur le principe et prendre l'aspect du droit interne qui interagit dans tout cela. Cela étant dit, je vais, pour que nous puissions bien nous comprendre, circonscrire les concepts. J'aime bien un philosophe allemand, Wittgenstein, qui disait que les mots ne sont pas des tonneaux. Les mots sont des appels à penser. Ça veut signifier que lorsque nous voulons comprendre la quintessence d'un concept juridique, il est toujours important de les définir comme ça, tout le monde a la même acception. De quelle protection parlons-nous ici? Nous parlons de la protection du patrimoine des personnes publiques. Et le ministre d'État ajoute des services publics ainsi que des entreprises publiques. L'État, je ferai offense aux juristes que vous êtes ici, nombreux dans la salle, que de les définir. Vous allez m'épargner que je ne puisse pas épiloguer là-dessus parce que je considère comme des prérequis. En revanche, pour les établissements publics, je voudrais quand même dire un mot là-dessus parce que nous avons aujourd'hui dans notre système juridique une loi qui est venue préciser la notion des établissements publics. C'est la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant régime général applicable aux établissements publics. Et donc, tout service qui est créé pour le besoin d'intérêt général et à qui l'État donne la personnalité juridique, ce texte le qualifie sans équivoque, n'est-ce pas, d'établissement public, et nous pouvons le voir, n'est-ce pas, dans cet article 2 de la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 qui dit ceci: l'établissement public est toute personne morale de droit public créée par l'État en vue de remplir une mission de service public. Et donc, lorsque l'État crée un tel établissement public, il lui fait doter d'un patrimoine, et ce patrimoine doit être protégé. De même, en ce qui concerne le service public, ici, la différence c'est que les services publics, c'est toujours une structure que l'État crée et met en place pour atteindre une mission d'intérêt général, mais la différence, il ne lui fait pas doter de la personnalité juridique et donc, par principe, il n'a pas, n'est-ce pas, un patrimoine propre à lui. On parlerait bien plutôt du patrimoine affecté, n'est-ce pas, à un service public. Pour l'entreprise publique, alors là, ça peut choquer, mais telle est la volonté du législateur. Lors de la réforme de 2008, le législateur a voulu que la notion d'entreprise publique soit définie par l'article 2.b de la loi EC, de la loi 08/010 du 7 juillet 2008, de la manière suivante. Est entreprise publique toute entreprise du portefeuille de l'État dans laquelle l'État ou autre personne morale de droit public détient la totalité ou la majorité absolue du capital. Cela veut signifier qu'en droit congolais, et il est important de le préciser, notamment pour des experts qui viennent d'ailleurs, dont la notion d'entreprise publique a d'autres connotations en termes, par exemple, d'établissement public épique. Chez nous, ici, en RDC, depuis la réforme de 2008, lorsque nous parlons de notion d'entreprise publique, cela exige d'abord, qu'il y ait une société commerciale. Donc, l'entité doit avoir la forme sociétaire, être revêtue d'une des formes prévues par la loi, l'acte uniforme en l'occurrence, et de deux, il faudrait que la détention du capital
puisse être majoritaire au profit de la personne publique, soit à plus de 50%, c'est-à-dire au moins 51 et plus, soit à 100%. Cela étant dit, lorsque nous avons aujourd'hui des entreprises, dans les cas des JV, des joint ventures, où nous avons par exemple l'État qui a 60%, qui a 70%, si on s'en tient à la définition légale, on devrait considérer ces entités-là comme étant des entreprises publiques selon la volonté du législateur. Et par voie de conséquence, tous les bénéfices juridiques attachés à cette qualification d'entreprise publique devraient également profiter à ces entités où l'État a, n'est-ce pas, plus de la moitié du capital. Cela signifie que dans l'application de son régime juridique, le texte lui-même, l'article 2 de la loi, dit que toute entreprise de portefeuille, en y compris des entreprises publiques, sont ou restent régies par le droit commun, c'est-à-dire les droits des douanes. Les droits exceptionnels qui viennent, ce n'est qu'en tenant compte de ces spécificités. Et d'ailleurs, le législateur Ouada lui-même reconnaît cette nuance qu'il y a des sociétés qui vont être régies, certes par les droits communs, mais sous réserve de leurs règles spécifiques. C'est dans l'article, n'est-ce pas, de l'Ouada. L'acte uniforme le dit très clairement là-dessus pour justifier, n'est-ce pas, ces statuts particuliers. Alors, si nous revenons après cette qualification, on dit que chez nous, au Congo, qui dit entreprise publique dit société commerciale à 100% ou à plus de la moitié du capital, nous allons comprendre pourquoi maintenant on doit leur reconnaître s'ils sont des sociétés comme toutes les autres dans le secteur marchand, donc dans le secteur banque, ainsi que ceux des autres établissements financiers ou des crédits, des microfinances ou des paiements sous forme de dépôt dans les comptes des banques centrales. Si vous allez saisir l'argent que ces entités déposent à la banque centrale, eh bien, le texte ici nous l'interdit. Mais voilà ce qui nous intéresse. Les biens et droits déclarés insaisissables par les États. Alors, d'autres peuvent crier en disant, mais les États peuvent organiser leur insolvabilité ou l'insolvabilité des entités qu'ils mettent. Mais telle est la volonté du législateur, on n'a pas fait au hasard. On a accordé une possibilité en tenant compte des réalités de chaque pays. Et voilà pourquoi chez nous, tenant compte des réalités, je ne reviens pas sur les motivations profondes que son Excellence, Monsieur le ministre d'État, a lui exposé tout à l'heure, le gouvernement de la République a estimé que, saisissant là-bas le bon, la brèche qui est donnée par cet article 51.10, que les États peuvent, n'est-ce pas, déclarer également un certain nombre de biens insaisissables, eh bien, le gouvernement congolais a pris ses responsabilités entre les mains et a procédé de deux façons. Pour expliquer cette insaisissabilité. D'abord, il commence par dire que, sous réserve des législations particulières qui consacrent les insaisissabilités, ça veut signifier quoi? Ça veut signifier qu'aujourd'hui, avant même que l'on prenne ces décrets, nous avions dans notre arsenal juridique des textes de loi qui consacrent un certain nombre de biens insaisissables. Et donc ça n'a pas changé, ça reste. Aujourd'hui, vous savez par exemple, en droit du travail, nous savons que sur ce qui est le salaire, la loi a déterminé la quantité, n'est-ce pas, qu'on peut saisir. Parce qu'il ne faut pas dépouiller quelqu'un. Le salaire a un caractère alimentaire pour la personne. Vous ne pouvez pas les dépouiller. Donc on ne va pas dire qu'aujourd'hui, à cause de l'OADA, de l'article 50 qui dit que tous les biens peuvent être saisis, on va saisir, c'est ça. Donc nous avons une législation particulière qui donne l'insaisissabilité à concurrence, n'est-ce pas, d'une quantité sur les salaires. Mais nous n'avons pas que cette loi. Nous avons également d'autres lois. Par exemple, aujourd'hui, la loi que la Banque centrale a eu à initier auprès du gouvernement sur le règlement titre. Ces textes-là également déclarent un certain nombre de biens insaisissables. Si vous regardez cette loi, vous allez voir que nous avons la loi sur les règlements titres qui dit que les comptes de règlement ne peuvent pas faire l'objet de saisie. Donc, lui-même, le législateur a fixé un certain nombre de textes
qui déclarent des biens insaisissables. Et ces textes-là, le décret le maintient en disant sous réserve de ces textes-là qui consacrent un certain nombre d'insaisissabilités. Nous avons également, pas que en matière du travail, pas que en matière de ceci, nous avions dit la loi, c'est la loi numéro 18/19 du 9 juillet 2018 relative au système de paiement et des règlements titres qui détermine en son article 12 les biens qui sont insaisissables. Ils vous disent le compte et les règlements ne peuvent faire l'objet d'exécution ni de saisie conservatoire. Alors si vous allez pratiquer des saisies sur ces comptes-là, en vertu de ces textes, c'est interdit parce que ces biens sont déclarés insaisissables. Ça, c'est le premier cap sur lequel le décret maintient toute la législation antérieure. Mais le deuxième cap dans ces décrets, ce n'est dit que, hormis ces insaisissabilités issues des dispositions particulières, voici la règle principale, c'est que le décret dit le bien des personnes publiques, le bien des établissements publics, qui est une personne publique, le bien des entreprises publiques ne peuvent pas être saisis. Ça veut signifier qu'aujourd'hui, on ne va pas dire, d'ailleurs la CCJA sur cette question a été assez sensible en disant, lorsque vous allez justifier la main levée des saisies pratiquées contre ces biens, vous n'invoquerez pas les dispositions sur les immunités. On est bien d'accord. Mais vous allez invoquer les dispositions sur les insaisissabilités. Vous évoquez la main levée parce que le bien qu'on a saisi est un bien qui est insaisissable. Et donc, par voie de conséquence, ces biens ne peuvent pas faire l'objet de saisies. Si vous vous trompez sur la base juridique ou la base légale qui fonde votre décision, eh bien, vous trouverez un porte-à-faux par rapport aux dispositions de l'article 50 et aux dispositions de l'article 30 qui, n'est-ce pas, précisent les personnes bénéficiaires de l'immunité d'exécution. Et donc, ces décrets, comme vous le voyez, il est conforme, n'est-ce pas, aux dispositions de l'article 51 de l'acte uniforme, il est conforme au droit du l'OHADA. Après, l'on peut effectivement dans les détails voir est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir fixer un certain nombre de mesures d'application pour rendre cela potable. C'est toujours possible et l'exercice sera là. Je crois qu'au cours des échanges et des débats que nous allons avoir au cours de cette conférence ou de cet atelier, nous aurons l'état d'aller encore en profondeur. Et je vais conclure en disant que, hormis les textes ou les insaisissabilités issues des législations spéciales, hormis les insaisissabilités issues de ces décrets, il y en a que vous pourrez trouver également dans des conventions internationales dûment ratifiées par la République démocratique du Congo. Et vous trouverez qu'il y a des accords sous-régionaux ou internationaux qui fixent également un certain nombre de biens qui sont déclarés insaisissables. Il va falloir faire attention, notamment par rapport à cet aspect-là. L'essentiel n'étant pas de tout savoir, mais c'est de savoir où tout se trouve. Je pense, du moins, avoir eu à situer, n'est-ce pas, cette auguste assemblée sur où vous trouverez utilement des revenus par rapport avec cette question. Je vous remercie. Merci. Conduire peut-être ici. Certes, il m'en avait fait peut-être la promesse, mais c'est devenu une réalité. Merci. À tous les invités, je ne peux pas faire un ordre protocolaire au risque de me perdre, mais étant magistrat, j'ai compris qu'il y a le premier président de la cour d'appel. Alors bon, je suis un juge de première instance et quand le premier président est là, je rentre normalement dans mes petites chaussettes. Alors, je ne donne qu'une réflexion technique. Mon intervention sur la cohérence du décret s'inscrit dans l'hypothèse de sa conformité avec le droit communautaire. J'imagine que tout le monde est juriste, mais ce n'est pas toujours possible que ce soit. Jusque-là, nous parlons d'acte uniforme. C'est un dispositif communautaire qui réunit 17 pays. Et les lois qui sont prises dans ce cadre ont une portée supérieure à nos lois. Alors, c'est ce qui est l'acte uniforme.
qui a été adopté d'ailleurs ici. L'acte uniforme s'appliquant dans 17 pays, est-ce qu'il y a la possibilité d'exception législative nationale? C'est ce de quoi je devrais présenter. Alors, autrement, est-ce que le décret s'inscrit dans la philosophie aussi bien de l'acte uniforme ou bien dans la philosophie même recherchée par l'acte uniforme, parce qu'on est en mesure d'exécution? Maître Wambo tout de suite a dit que ça ne sert à rien de dire qu'on a droit à un procès équitable lorsque la décision qu'on doit obtenir au bout d'un long chemin procédural ne va pas être exécutée. Alors il y a toute une philosophie de l'exécution. Alors donc, c'était d'abord la justification de cette utilité, la place du droit interne, mais les deux interventions qui m'ont précédé ont déjà abordé une partie, je ne vais pas revenir amplement dessus. Pour la justification de l'unité d'exécution, permettez-moi de retenir 2 points, et même de l'unité d'exécution et des instabilités. Le premier point est que, ça a déjà été souligné d'ailleurs, c'est la continuité du service public. Il y a certains biens, même lorsqu'elles appartiennent à des personnes privées, la saisie peut compromettre complètement la continuité du service public. Donc il faut assurer une certaine protection. La deuxième explication, c'est les règles de la comptabilité publique. Alors, on dit que l'État bénéficie de l'immunité d'exécution. Je ne suis pas très fort en comptabilité publique, mais quand on parle du budget de l'État, on parle de recettes et de dépenses. Alors, du coup, si on n'a pas prévu de possibilité de payer des décisions qui interviendraient, ça va perturber un peu le fonctionnement du budget. Alors, c'est les explications principales. Alors, ça a été déjà abordé. Je vais directement à la logique du décret. Alors, la distinction a été faite aussi bien par Mwambo que par le professeur Kolongele sur l'apparentement entre l'immunité d'exécution et les insaisissabilités, à tout le moins au niveau des effets. Alors, on remarque souvent, d'ailleurs, qu'on utilise une des notions pour expliquer l'autre. Et le décret est intervenu dans ce cadre de 2 manières. Fixer la liste des biens insaisissables telle que prévue par l'article 51.10 de l'acte uniforme, ça a été répété, les biens insaisissables sont aussi ceux qui sont déclarés insaisissables dans les États. Et comment on peut déclarer des biens insaisissables dans les États? Il faut parfois normatif, soit c'est la voie réglementaire ou la voie législative. Et le décret, à son article 2, a aussi fait une extension partielle, j'allais dire judiciaire, de cette insaisissabilité pour dire que toutes les personnes autres que celles qui sont citées dans le décret peuvent, lorsque le bien est saisi, saisir la justice ou le ministère public pour aménager l'exécution. Donc c'est ce que j'appelle, c'est propre à moi, une extension partielle judiciaire. Alors le complément de l'article 10, l'acte uniforme ayant renvoyé à la loi nationale, en tout cas au droit national pour la détermination des biens insaisissables, et le décret disant que les biens des entreprises publiques, des services publics et de l'État et des établissements publics ne peuvent pas être saisis, c'est bien en conformité avec cette disposition de l'article 51-10. Alors, les établissements publics, mon prédécesseur Kolongele a bien distingué la notion d'entreprise publique qui intègre par moment les établissements publics, parce qu'il faudrait savoir que si ici, vous avez décidé en 2008, je crois, que les entreprises publiques vont être classées soit à des sociétés commerciales soumises au droit commun ou à des établissements publics ou complètement dissoutes, il faudrait savoir que dans tous les pays de l'espace, ce n'est pas la même chose. Traditionnellement, il est distingué entre établissements publics à caractère administratif et établissements publics à caractère industriel et commercial, devenus sociétés d'État ou sociétés d'économie mixte. L'acte uniforme n'a renvoyé pour l'immunité d'exécution qu'aux établissements publics sans autre précision. Ce qu'il faut savoir,
Ailleurs, je rappelle que l'acte uniforme dont nous parlons s'est beaucoup inspiré de la réforme en France du 9 juillet 1991 portant aux réformes des procédures civiles d'exécution. Et là-bas en France, dont nous sommes inspirés, il est dit à l'article L 2311 du Code général de la propriété des personnes publiques que les biens des personnes publiques mentionnés à l'article L1 sont insaisissables. Donc, les biens des personnes publiques énumérés à l'article L1 sont insaisissables. Ça, c'est là-bas en France. Mais cet article L1 dit quoi? Il dit que le présent code s'applique aux biens et aux droits à caractère mobilier ou immobilier appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, et précise bien, ainsi qu'aux établissements publics. Alors, ainsi qu'aux établissements publics, et en France, qu'est-ce qui constitue les établissements publics? La justice française, qui allait correspondre, la Cour de cassation, qui allait correspondre dans les États de l'espace Ouada, à la Cour commune de justice et d'arbitrage, donc ici c'est la Cour de cassation, qui dit que s'agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe de l'insaisissabilité de ces biens ne permet pas de recourir aux voies d'exécution de droit privé. Autrement, qu'il s'agit des établissements publics à caractère administratif ou des établissements publics à caractère industriel et commercial, l'immunité d'exécution leur profite. Autrement, les sociétés d'État, donc 100% du capital, bénéficient en France. Et ces établissements, vous en connaissez beaucoup. Il y a Air France, il y a la SNCF, il y a la RATP, il y a l'Office national des forêts, il y a les ports autonomes. En France, ce sont les sociétés d'économie mixte qui ne bénéficient pas de l'immunité d'exécution. Encore ailleurs, dans mon pays, au Burkina Faso, l'article 23 alinéa 2 de la loi numéro 08-2017 AN du 23 avril 2017 portant statut de l'agent judiciaire de l'État dit que les décisions constituant l'État et ses démembrements débiteurs ne peuvent faire l'objet de mesures conservatoires, d'astreinte ou d'exécution forcée. Donc l'État et ses démembrements peuvent être poursuivis pour exécution. Mais qui constitue au Burkina Faso les démembrements de l'État? C'est l'article 2 de la loi numéro 025-1999 du 16 novembre 1949, vous dites 99, excusez-moi, 99, portant réglementation générale des sociétés de capitaux publics, qui dit que constitue des démembrements de l'État les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés d'État. Donc, ce qui est société d'État ici soumis au droit privé au Burkina Faso est un démembrement de l'État. Donc, vous voyez, faire la relation pour dire que lorsque l'article 30 dit que l'immunité d'exécution bénéficie aux personnes morales de droit public, notamment avec l'usage de mots notamment, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, ça veut dire que la liste n'est pas exhaustive. Au Burkina Faso, nous ajouterons les sociétés d'État parce que ce sont des démembrements de l'État et c'est toute logique. Au Tchad, c'est beaucoup plus à côté, il me semble. La note circulaire numéro 14 PCMT PMMJCDH du 24 août 2021, conformément à l'article 30 de l'acte uniforme. Donc par cette note, le ministre de la Justice a inscrit la Société nationale d'électricité sur la liste des personnes morales et physiques qui bénéficient de l'immunité d'exécution. Alors du coup, au Tchad, la Société nationale d'électricité les biens ne peuvent être saisis. Et pour appliquer cette ordonnance, le président de la Cour suprême, par la décision numéro 91 CSCJ 2024, il a suspendu une exécution qui était dirigée contre la Société nationale d'électricité. Pourtant, lorsqu'on revient à la jurisprudence, d'ailleurs, ce n'est pas qu'une seule décision, il y a beaucoup de décisions venant de la République démocratique du Congo qui ont impulsé une dynamique.
Parce qu'il y a d'abord la société, et l'arrêt sur la société des grands hôtels du Congo en 2018, mais il y a surtout la société et la décision qui concerne la SNEL, Société Nationale d'Électricité. La même chose qu'au Tchad. Au Tchad, on ne peut pas saisir, mais si on suit la jurisprudence de la CCJA, on peut saisir la même société au Congo. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on pourrait dire que l'immunité d'exécution a son domaine et les insaisissabilités ont leur domaine, mais qu'il s'agisse des insaisissabilités ou de l'immunité d'exécution, il y a que on aboutit aux mêmes effets. Le bien qui en est l'objet ne va être saisi. Alors, est-ce que le décret pris conformément au texte de l'OIDA, même à la jurisprudence, est en porte-à-faux avec l'acte uniforme? Pas du tout. En tout cas, de mon point de vue, le décret est bien conforme. Retenez bien que la jurisprudence ainsi que l'intervention du professeur Cachemire Ebérant, collégienne, sur la question qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Comme l'a si bien dit le DIRCAP, c'est un échange pour pouvoir dégager en fait une impulsion qui intègre tout le monde. Ma réflexion va d'une idée fondamentale. Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui, notamment avec le décret qui a été signé, est-ce que nous ne sommes pas seulement victimes de l'adhésion de notre pays aux instruments internationaux? Aujourd'hui, je m'explique. Aujourd'hui, l'État congolais est en train de protéger son patrimoine. Je crains que demain, nous soyons dans la thématique de pouvoir protéger les entreprises dites publiques. À cet effet, je voulais m'adresser à l'expert, le professeur collégienne Ebérant, pour savoir, est-ce que nous ne pouvons pas penser autrement déjà la transformation des entreprises qui a été faite sous l'égide du copyright, la repenser, l'évaluer pour savoir si elle n'est pas obsolète à ce jour. Deuxièmement, je voudrais que nous évaluions notre adhésion à l'OIDA depuis 2012. Si nous lisons bien l'esprit et la lettre, notre adhésion c'était pour rendre notre pays beaucoup plus attractif dans le monde des affaires. Est-ce qu'à ce jour, notre adhésion à l'OIDA a produit les effets escomptés? Parce que, je me dis, partons de cette... Ok. Donc, je voulais simplement poser la question à l'expert de savoir si on ne peut pas repenser, réfléchir, évaluer sur notre adhésion aux instruments internationaux et revenir sur la phase de renforcer nos entreprises de l'État au regard de l'évaluation qui va être faite. Merci. Merci beaucoup. Avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Je remercie son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, et son collègue du portefeuille pour cette initiative qu'ils ont prise de nous inviter à cette conférence. Seulement, j'ai l'impression qu'au regard de la thématique, pour une réforme qui concerne une question aussi sensible, qui touche aux entreprises, aux insaisissabilités des biens des entreprises publiques, le côté établissement et autres, les services publics, les questions ne se posent pas parce qu'on connaît qu'il y a juste des visibilités. Mais c'est beaucoup plus au côté des entreprises publiques. Moi, j'aurais recommandé que pour une telle question, les réformes c'est bien, mais les méthodes aussi doivent être bonnes. Que l'on fasse appel
aux experts, à tous les intervenants, c'est-à-dire l'État congolais, le ministre du portefeuille, le ministre de la Justice, les barreaux, la FEC et autres, parce que notre adhésion au droit WADA était justement pour faciliter le climat des affaires. Et là, je rejoins les confrères pour sa question qu'il a posée. Aujourd'hui, nous avons l'impression que nous voulons quelque chose de son contraire, c'est-à-dire améliorer le climat des affaires, mais faire peur les autres intervenants qui veulent interagir avec ces entreprises. C'est comme ça qu'il aurait, à mon avis, ça c'est d'abord un avis, que cette conférence, il y ait des journées, des réflexions sur la question avant de prendre les réformes. Parce que aujourd'hui, je constate que quand nous aurons des questions, par exemple sociales, en droit du travail contre la SNEL et autres, peu importe l'issue du procès, les agents, les employés, peut-être licenciés abusivement, ne pourront pas saisir les biens de la SNEL. Nous sommes d'accord qu'il y a des abus, mais ces abus concernent aussi les privés, parce que même nous, les privés, les sociétés privées que nous défendons, connaissent aussi des jugements iniques et des saisies peut-être infondées. Quelles sont les dispositions aussi que vous prenez pour protéger les secteurs privés? Je le parle parce que je suis moi-même membre. Par contre, moi j'aurais aussi recommandé, ça c'est une recommandation, que si nous sommes d'accord que la justice pose problème, mais il y a des autres modes alternatifs de règlement des différends. Demander aux entreprises publiques de désormais prévoir dans leur contrat comme mode de résolution de recourir au mode alternatif de règlement des différends si nous ne sommes pas sûrs avec le temps que les réformes de la justice sont en train de se faire. Nous avons d'autres modes de règlement de... Nous avons les Sénacom, nous avons d'autres... Oui. Donc ça, c'est une recommandation au-delà des réformes qui sont en train d'être prises. Demandons aux entreprises de portefeuille de pouvoir prévoir comme mode de règlement de leurs différends avec les intervenants les autres moyens de règlement en attendant que la justice... Je suis désolé, mais à mes moments perdus et détente, j'aime suivre Poutine. À mes moments de détente, que j'aime suivre Kim Jong-un de la Corée du Nord. Je suis très impressionné par ces deux personnes que je prends pour modèle à tous égards. Chaque fois que je me sens coincé par la force de la mafia, je suis ces gens et je me récoquille, je me renforce dans la détermination à pouvoir rendre le mal. Il faut s'en souvenir. Tant que nous n'allons pas s'en souvenir, quelle que soit la réforme, ça ne servira à rien. Il faut fouetter, il faut chicoter. Il faut révoquer. C'est pourquoi, moi, dans mon cabinet, j'en suis peut-être à 100 suspensions, déjà. Administration comme membre du cabinet. Ça ne blague pas. Chacun doit faire son travail. Et vous êtes évalué chaque semaine. Je vous donne un exemple. Monsieur le DG de GFM m'a dit tout à l'heure que le bien, les avoirs de GFM ont fait l'objet des saisies. Je pose la question au juge. Est-ce que c'est légal qu'une décision de justice puisse confirmer la saisie des biens d'un établissement public? Quelle est la base légale?
si ce n'est l'intention de détourner, de piller les ressources de l'État. En dehors de cela, il n'y a pas une autre justification. Le gouverneur de Kinshasa, la ville ici, je crois que son directeur des nations est vice-gouvernement. Tous les avoirs du gouvernement saisis. Est-ce que, même au regard de notre arsenal juridique, est-ce qu'on peut saisir les avoirs d'un gouvernement? Donc, sur quelle base il y a des décisions de justice qui confirment ces saisies? Voilà les vrais problèmes. Et tout ceci se passe en toute impunité. On n'interdit pas le juge qui commet ces genres de bêtises. Et on interdit au ministre de citer les juges. On dit outrage au magistrat. Il y a un problème. Chers compatriotes, c'est choquant quand on voyage à l'étranger. On voit ce que les autres font de leur nation. Et que l'on revient ici, on se rend compte que nous étions comme dans une espèce d'enfer anticipé. Nous vivons déjà dans l'enfer. Même ceux d'entre nous qui forcément iront au paradis comme moi. Mais on nous force à vivre dans l'enfer. Non, je refuse de vivre dans l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe d'individus, un groupe de citoyens, en fait, qui ont décidé de s'accaparer de toutes les richesses du pays. Tantôt en utilisant des petites formules juridiques malicieuses, au lieu d'utiliser notre intelligence pour construire le pays, nous utilisons notre intelligence pour trouver des subterfuges, pour faire du mal au peuple et à notre pays. C'est inacceptable. C'est pourquoi face à la barbarie, il faut des méthodes barbares. Face à la violence, il faut de la violence. Lorsque vous êtes juge, vous violez sciemment le droit en rendant une décision. Cette décision ne sera pas appliquée. De manière beaucoup plus claire. Parce que vous l'avez fait sciemment. Pour piller les ressources de l'État. Pour handicaper, vous imaginez, vous bloquez les comptes d'un gouvernement de province. Vous vous attendez à quoi? Et pendant ce temps, nous sommes en train de nous plaindre que voilà, la ville est sale. Voilà, rien ne marche, les caniveaux, il faut le curer. On va les curer avec quoi? Et il y a un monsieur responsable, il met bien sa cravate et le matin, il sort de sa maison, il dit aux enfants, je vais où? Au travail. Il va au travail pour détruire son propre état, l'avenir de ses propres enfants. Ce que je voulais vous dire, c'est que avant de prendre une décision, il faut toujours regarder vos enfants, nos enfants. Qu'allons-nous léguer à ces enfants? Nous avons au moins hérité de ce que nous avons. Regardez Gombe ici. Gombe ne nous appartient plus. Nous allons nous lever un bon matin et un groupe d'individus qui déclarent l'indépendance, qui revendiquent, n'est-ce pas? Qui revendiquent l'espace Gombe. Parce que nous avons décidé nous-mêmes de spolier nos propres terres, les terres de nos ancêtres, les terres de nos pères. Et c'est avec des décisions de justice. Il faut que toutes les brebis galeuses, que ce soit au niveau de la magistrature, que ce soit au niveau de l'avocature, que ce soit au niveau de l'Oissaria, partout, toutes les brebis galeuses à la base de la déliquescence de l'État soient arrêtées, soient appréhendées. C'est pourquoi je voudrais vous inviter tous à vous mobiliser, tous à nous mobiliser contre la mafia.
Si je vous décris que c'est la mafia qui est à la base de la déliquescence de l'État, secteur par secteur, le portefeuille n'en parle pas. Nous sommes en train de parler des entreprises publiques, des établissements publics. L'État a consenti beaucoup d'efforts. Mais maintenant, garde à tous les DG qui vont s'amuser et à tous les directeurs juridiques. Et monsieur le ministre du portefeuille vient de le dire. Nous serons très regardants dans la gestion. Il n'y a plus d'ailleurs des saisies depuis un certain temps. Il n'y a plus de saisies. Les quelques saisies qui existent actuellement, c'est des arriérés. Ça veut dire que nous attendons une nette amélioration dans la maximisation des recettes. Sinon, nous allons sortir notre chien des gardes pour pouvoir s'occuper substantiellement de tous les mandataires véreux qui se cachaient derrière les saisies des ventes pour piller les ressources. C'est pourquoi nous accélérons les réformes sur le parquet financier. Le jour où nous allons effectivement mettre en branle, pas des arrestations théâtrales, non. On arrête un détourneur de deniers publics, on confisque ce bien. Donc en temps même, on instaure la confiscation de biens en attendant les jugements. Dès que tu es déjà en instruction préjuridictionnelle devant le magistrat du parquet financier qui va bientôt voir le jour, dès que tu es là, on instruit et directement on confisque tous tes biens. Parce qu'on assiste à quoi? On assiste aux poursuites, on arrête, et après on libère. Pendant ce temps, la personne a embauché 5 millions de dollars, 10 millions. Il s'entend, c'est un réseau. Oui. C'est écoute, je vais passer une année en prison, on va oublier. Pendant ce temps, mon argent est gardé, etc. Je sors et puis je continue à utiliser mon argent. L'argent de l'État, je veux dire. Donc il faut remettre de l'ordre. Et c'est là que j'aime bien la rigueur, un peu qu'il y a au niveau des conseils de l'ordre des avocats. La plupart des cas d'indiscipline qui sont portés devant ces conseils, en tout cas 90% sont sanctionnés. C'est difficile qu'un avocat s'en sorte lorsque son dossier se trouve devant le conseil de l'ordre. C'est difficile. J'aimerais que cela soit ainsi pour bien les autres services. Et vous qui êtes victime, tiens saisi, je suis tout à fait d'accord avec les banquiers. Il faut protéger les banquiers dans les contextes politiques et au monde. Parce que malheureusement, vous avez des juges qui refusent, vous allez le remarquer, il y aura des juges qui vont refuser de faire appliquer le décret. Les chers compatriotes, tout celui qui va s'amuser à rendre une seule décision de justice au mépris du droit au retard et de ce décret, dénoncez. Moi, ministre de la Justice, j'ai le pouvoir de saisir la chambre de discipline. Et ces juges sera sanctionné automatiquement. Donc j'invite toutes les banques à pouvoir ne pas se plaindre, à me saisir directement. Et nous mettrons en place tous les mécanismes possibles pour pouvoir, lorsque nous allons sanctionner 2, 3, 4 d'entre eux, je crois que ça va remettre de l'ordre dans le secteur. Donc ne vous plaignez plus, l'État est là pour vous protéger. Mais en même temps, s'agissant du climat des affaires, nous sommes là pour vous aider à l'améliorer. Désormais, il n'y aura plus des exécutions barbares, comme ce fut le cas par le passé. Dénoncer toute exécution barbare dont vous êtes victime. Parce que les mécanismes ont été mis en place, des réformes ont été prises pour pouvoir vous protéger. Tout celui des récalcitrants qui va s'amuser à se croire
L'incarnation de la rupture.